Ça roule? C'est bon, oui. Alors, nous sommes avec André et Sacha. Sacha, tu avais des petites questions à poser à André, je pense, Oh, hein? il y avait aussi des Oui. opinions personnelles à émettre. Oui. N'oublions pas, lui, il est professeur de littérature et Oui. moi, je suis un retraité de naissance qui s'adonne à la philosophie euh, comme à la soupe miso. Il m'a apporté une formidable soupe miso que j'ai mangée avec délice. Et puis là, on va parler un peu de sujets délicats, hein, Oui. parce que j'ai commencé ma carrière publique par une conférence du Marquis de Sade qui a soulevé l'ire de tous les médias, des groupements religieux, des associations de parents, de, du ministère de l'Éducation, euh, et qui s'est terminé en émeute. Alors, tu parles d'un début de carrière qui a commencé à ce moment-là et a fini aussitôt puisqu'on m'a expulsé. J'ai tenté vainement de me faire arrêter par la police, mais ils avaient hâte de ne pas me faire plus de publicité que j'en avais déjà. Oui. Alors, je pense que Sacha, qui est un érudit, un homme très cultivé, veut me poser des petites questions sur Sade et autres peccadilles de l'époque, des Lumières. Oui. Cher André, ben oui, donc revenons à ces délicieuses pécadilles. Donc, je me demandais, en fait, évidemment, au 18e siècle, il y avait différents courants philosophiques, dont les déistes, donc Voltaire étant leur champion, vraiment disant qu'il y avait en quelque sorte un dieu grand horloger, un principe premier, mais ces chers déistes attiraient souvent les railleries des, en guillemets, matérialistes, dont Sade, qui trouvait que c'était complètement inconcevable de penser qu'il y avait un principe extraordinaire qui expliquait la nature, qui expliquait le monde. C'est curieux, hein? Parce qu'au moment où tu classes Sade parmi les matérialistes, j'ai comme l'impression de ne pas avoir lu le même Sade que toi. Euh, pour moi, Sade est un aristocrate chrétien et croyant qui s'est révolté contre l'aristocratie et le roi, au point de prendre parti pour la Révolution, et qui a maintenu très haut l'existence de Dieu afin de pouvoir mieux l'injurier et l'insulter, ce qui classe Sartre parmi... Sade. Sade, Oui. pardonnez-moi, parmi les croyants retournés, tout comme Jean-Paul Sartre, cette fois-là, est une espèce de théologien laïque, marqué par un athéisme mystique. Donc, on n'est pas ici dans des catégories hermétiques. Dans Sade, il y a beaucoup de religieux. Et c'est comme si, après avoir lu la critique de la raison pure de Kant, Sade avait décidé d'élaborer, par ses descriptions romanesques, une théorie des a priori vicieux et pervers d'une vertu retournée. Je pense à Justine qui se dit de tout cœur opposé aux gestes des courtisans qu'elle fréquente et qui, afin de les distraire de leurs propos meurtriers, s'applique à les faire jouir du mieux qu'elle peut par charité envers leurs victimes éventuelles, parce que dans les livres de Sade, on est souvent confronté à des descriptions de crimes, et
ce qui fait dire que Sade est un révolutionnaire, c'est qu'il décrit ces gestes odieux posés donc, par des aristocrates et des ecclésiastiques. Quelle belle occasion de ruiner le prestige des aristocrates et du roi et des ecclésiastiques. Hein? On se rappelle que dans la Chambre, il y avait 3 États. L'État religieux, l'État aristocratique et le tiers État qui était l'État du peuple. Lors du vote, les 2 autres prenaient parti contre le peuple et jamais le peuple ne pouvait réussir à passer ses demandes à la cour. Donc, je vois Sade comme un grand libérateur, un chrétien refoulé, mais un habile tacticien qui maintient Dieu bien debout pour pouvoir le darder de ses remontrances métaphysiques comme un être transcendant, indigne de l'amour qu'on lui porte et particulièrement haïssable. Alors, en ce sens-là, je ne peux pas voir Sade comme un matérialiste, je ne peux pas voir Sade comme un incroyant, et je dirais qu'il devient de ce fait l'homme le plus intéressant du 18e siècle avec Kant. Cher André, ben, écoute, merci infiniment. Et je conclurai en disant que Sade et Voltaire ont dû affronter la Bastille, mais rétrospectivement, c'était peut-être moins pire que ce contre quoi tu as dû affronter, toi, des artistes, des penseurs émérites comme toi, comme Claude Péloquin, qui ont dû affronter comme des Béotiens endimanchés. Il faut dire que Claude Péloquin, que je connais bien, qui est décédé assez récemment, était un homme de spectacle, un peu comme Raoul Duguay. Il faisait une poésie spectacle. Et ces paroles gravées dans le bronze à Québec, hein, vous n'êtes pas tanné de mourir, bande de caves, constituent un cri d'alarme de la population humaine qui comprend à quel point sur Terre, à moins d'un miracle, on ne peut pas vraiment s'éveiller. L'humanité part perdante. Et comme je ne crois pas à l'évolution, je pense bien que le mot de révolte de Claude Péloquin est plutôt un cri du cœur. Mais je trouvais son écriture très belle. Mais c'était un nationaliste, hein? Personne n'est parfait. C'était un nationaliste et je me rappelle encore que lors d'un lancement, j'aurais voulu, parce que j'étais très connu, hein, à l'époque, j'aurais voulu qu'on nous photographie en lui serrant la main. Mais il a préféré aller du côté de Charlebois, qui m'a tenu la dragée haute pendant toute l'époque du lancement. Ça a confirmé ce que je pensais. Les intellectuels nationalistes du Québec sont des gens qui ont arraché des mains de l'Église une autorité qu'ils maîtrisent mal et qui ont continué, une fois les églises vidées, les presbytères et les couvents et les monastères vidés, qui ont continué à s'opposer à moi. Il y a beaucoup de gens de Radio-Canada, comme Beaugrand Champagne, qui est mort récemment dans les 100 ans, le journaliste Corneiller du Devoir et d'autres soi-disant penseurs peu productifs qui m'ont toujours tenu à l'écart. Il faut quand même
quand même se rappeler qu'à moi tout seul, j'écris davantage que tous les professeurs de philosophie de l'Université de Montréal et de l'Université du Québec. Oui. Avec mes prochains ouvrages, je vais les rendre ridicules. Ces gens-là n'ont pas du tout le souci de l'excellence. Il faut être du même côté qu'eux au niveau politique, au niveau des préjugés intellectuels. Ils ont tous une grande admiration pour les Français. Mais les Français d'aujourd'hui, en dehors de leur magnifique écriture, n'ont pas beaucoup d'idées. N'ont pas beaucoup d'idées nouvelles. Et moi, je veux rappeler que je tiens une place unique au Québec, bien que je sois un penseur méconnu et rejeté. Comme je suis fait fort, je suis toujours vivant et je menace mentalement l'hypocrisie et la stérilité de ceux qu'on appelle les beaux esprits au Québec qui ne foutent absolument rien. J'ai un système philosophique important et veuillez prendre note de ce que je vous dis présentement. N'oubliez pas, l'Église s'est mesurée à moi. Oui, ah oui. Dans les maisons d'enseignement supérieur, à la télévision, et Tu as été extrêmement attention, courageux. elle a perdu. Les églises sont vides. Je suis toujours là. Les églises, les monastères, les couvents sont vides. Même les sœurs de Sainte-Anne, qui ont un couvent gros comme un château fort du Moyen-Âge à Québec, vendaient au cours de la fin de semaine, on est rendu le 19-20, là, mars 2022, ils étaient en train d'écouler tous les stocks. Puis encore, c'était pas des sœurs qui vendaient les meubles et les images saintes et les objets appartenant au culte. Il n'y en a plus. Vous vous rendez compte? Moi, je considère que c'est mon triomphe. Ça a commencé en 1970. Je donnais des conférences sur la communication amoureuse au Scholastica Central, qui est devenu le collège Marie-Victorin. C'était au niveau de l'enseignement aux adultes. Il y avait donc des salles considérables et comme les directeurs du Scholastica Central voulaient faire des économies, ils me demandaient de remplacer 5 ou 6 professeurs dans une grande salle en me payant moins. Mais moi, je me suis payé en retour d'une façon très originale. Parmi les 200, 210 personnes qu'il y avait dans ma salle, il y avait 40 religieuses qui sont venues suivre mon cours de communication amoureuse. Et elles ont toutes quitté le couvent. 7 ans plus tard, en allant reporter les clés du couvent à l'archevêché, parce qu'en tant qu'économiste, c'était elle qui mettait la clé dans la porte, elle est passée me voir ici, sur la route de l'archevêché, et elle m'a dit, « Monsieur Moreau, vous nous avez toutes eues. On est toutes sorties de là, et on est allé avec des hommes, on est mariés, on a des enfants. Vous avez vidé le couvent. » On aurait pu croire que j'exagérais. Or, cette ancienne religieuse s'est retrouvée en France. Alors que Jackie s'y trouvait. J'allais le dire, j'ai rencontré une des anciennes religieuses qui m'a effectivement raconté ça. Puis je me suis dit, tiens donc, André n'avait pas exagéré, c'était vrai. Oui, elle a confirmé mon succès.
Mais ça, c'est des gens qui m'avaient entendu parler en personne dans une salle. Il y a des millions de gens qui m'ont entendu à la télévision. À l'époque où je faisais mes émissions, quand j'étais invité par Réal Giguère, il y avait 2 500 000 téléspectateurs à Télémétropole. Et ces gens-là ont continué d'aimer entendre ma façon. Par exemple, de rabrouer gentiment, avec un sourire, le père Desmarais, le plus grand prédicateur du Québec à l'époque. On est rendu en 73, qui a failli faire une crise cardiaque sur le plateau. Oui, t'as fait une petite vidéo là-dessus. Tu t'avais raconté avec ce qui était passé avec le père Desmarais. Oui. Tout ce que je peux dire, c'est que, en tant que philosophe, qui était petit d'authenticité, je suis d'autant plus consacré au Marquis de Sade, qui est, à mon avis, un mystique révolutionnaire des Lumières, qu'à Berkeley, qui est l'auteur du 18e siècle également, auquel j'ai consacré ma thèse de doctorat, et qui soutient que la matière n'existe pas. Vous savez, il faut y aller mollo, hein, quand on dit que les penseurs du 17e sont des matérialistes. Je pense à Diderot. On ne peut pas accuser Diderot d'être un matérialiste grossier, comme par exemple Lénine, 150 ans plus tard. Diderot, auquel on a consacré une thèse intitulée le Diderot ou le matérialisme enchanté. On sentait qu'il fallait mettre un bémol avant de le classer parmi les matérialistes. C'est la même chose pour Lénine. Lénine, grand critique de Berkeley, dans le 17e tome de ses œuvres complètes, intitulé Matérialisme et empiriocriticisme. Lénine a senti le besoin de critiquer Berkeley en lui opposant une thèse qui n'était pas matérialiste du tout, mais réaliste. Donc, il y a un côté de la critique de la matière de Berkeley qui continue d'arrêter dans son dynamisme l'idée du matérialisme. Lénine n'est pas fou, il s'en est aperçu et il a critiqué Berkeley du point de vue du réalisme et non pas du matérialisme. Ça vaut la peine de lire ce 17e tome intitulé Matérialisme et empiriocriticisme. D'ailleurs, Lénine, qui est mon contraire pratiquement absolu, a créé un mot pour décrire la théorie des idées phénoménales représentationnelles de Berkeley, que j'ai présenté lors de ma soutenance de thèse. Je me rappelle qu'un de mes examinateurs, qui s'appelait M. Pucelle, de Poitiers, m'avait dit, au fond, M. Moreau, c'est bien beau tout ce que vous dites sur Berkeley, mais que sont ces idées phénoménales? Là, les gens se disaient, il est coincé. Eh bien non. J'ai employé le mot de Lénine. J'ai dit, mais voyons, M. Pucelle, ce sont des empyriosymboles. M. Pucelle, qui avait un visage triste et sévère, s'est soudainement détendu. Et il m'a dit, je vous envie ce mot.
j'ai su que j'avais mon doctorat en poche. Sur un mot. Parce que je lui ai servi quelque chose à quoi il ne s'attendait pas. Et c'est ça qui a fait que dans ma vie, mon œuvre a été conspuée, ignorée, rejetée, critiquée et même brûlée à plusieurs reprises parce qu'on ne s'attendait pas à ce que j'allais servir à mes lecteurs. J'ai eu le droit d'un autodafé de la part du ministre du Travail du cabinet Trudeau en 1970, quand Bryce McCasey, qui était député de Westmount, je crois, ou de Notre-Dame-de-Grâce, et qui a brûlé mon œuvre. Elle était mince alors, mais il ne m'aimait pas. Et j'ai eu 2 autres autodafés. J'ai des libraires, dont un de La Chute, qui a brûlé en plein... Non, qui a reçu un client qui a regardé les livres d'André Moreau qui étaient sur les étagères. Il les a tous achetés. Or, cette librairie-là était une vieille librairie dans une maison qui n'avait pas de chauffage central. Donc, elle était chauffée avec un poêle à bois. Et le client, après avoir payé mes livres, les a tous fait brûler dans le poêle à bois. Après son départ, le libraire m'a appelé. Il m'a dit, que pensez-vous de ça? J'ai dit, est-ce qu'il vous a payé? J'ai dit, oui. Donc, vous allez en recommander? Il m'a dit oui. Donc, c'est un heureux autodafé. Je pouvais remplacer les livres brûlés. Et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours gardé chez moi une certaine quantité d'exemplaires de tous mes titres pour être prêt n'importe quand, à qui me la demandera, de lui fournir mon œuvre complète. Mais ça, là, c'est très rare et c'est très cher. Parce que 83 titres, c'est énorme. Surtout au prix d'aujourd'hui pour les livres de philosophie, qui se vendent rarement. Alors, c'est là qu'on en est, moi, amoureux de Berkeley et de Sade, amoureux de Sainte Thérèse de Lisieux et de James Joyce. Je suis un jovialiste. Je me félicite d'avoir tenu bon et je n'ai pas fini de faire des ravages. Je pense bien qu'après avoir mis hors jeu l'Église catholique du Québec, je vais bientôt porter mon attention sur les politiciens. J'ai commencé ma démarche après avoir publié mon antipolitique. Je crois qu'après mon passage sur Terre, il sera difficile de faire de la politique sans faire rire de soi. Alors, je me souhaite bon succès. Je remercie mes visiteurs d'aujourd'hui, Sacha et Isabelle. Oui. Eh bien, merci. Merci André, merci Sacha, merci Isabelle, la belle Isabelle, d'être avec nous aujourd'hui. OK, alors... Est-ce que je peux conclure? Vas-y. Une brève conclusion. Vas-y donc, vas-y. Merci infiniment, cher Jackie. Oui. Cher André, je me rappelle, dans une conférence à Québec en 2006, j'avais utilisé cette expression savoureuse pour décrire la matière, le matérialisme, comme étant un fantasme gothique. Et Dieu sait que l'inculture actuelle amène bien d'autres fantasmes gothiques. Et vraiment, c'est toujours un plaisir de te voir les pourfendre. Ben, merci beaucoup. Ah. Merci, OK.